minus 15 seconds. Guidance is return. Salut à tous. Bon, alors ce mois-ci, mois de novembre, une petite vidéo parce qu'en fait, pas mal de gens nous posent pas mal de questions, nous écrivent en nous demandant combien ça coûte un bateau, combien ça coûte à l'année et voilà, c'est beaucoup une histoire de coûts en fait, hein, d'argent. Donc en fait, pour acheter un bateau, il y a plusieurs choses. Donc à choisir. Donc déjà savoir ce qu'on veut en faire. Si c'est pour naviguer souvent, pas souvent, vivre à bord ou pas, en mer, en fluvial. Donc déjà définir ce qu'on veut en faire. Ensuite, à savoir qu'est-ce qu'on préfère. Donc acier, coque acier, polyester ou en bois. Euh, donc nous on a choisi acier, hein, mais ça c'est notre choix. Mais tout ça, ça a des coûts, ça a de l'entretien, c'est de l'entretien. Donc par exemple les coques en polyester, ça va être les traitements de l'osmose, et puis divers entretiens au niveau du polyester qui peut jaunir, voilà, donc des choses comme ça. L'acier, ça va être beaucoup les problèmes de rouille. Et le bois, tout ce qui est moisissure, entretien du bois, les produits pour entretenir le bois, etc., par rapport aux intempéries, etc. Voilà, donc tout ça c'est un choix personnel. Voilà. Ensuite, je pense qu'il faudrait prendre en considération la taille du bateau. Donc si c'est pour y vivre, évidemment, vaut mieux un espace assez confortable, donc peut-être un peu plus grand, selon le nombre de personnes qui est à bord. Si c'est pour faire de la plaisance, juste se balader, en fait, chacun voit un petit peu comment il veut être à l'intérieur du bateau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus le bateau est grand, plus c'est cher. Plus c'est cher à l'entretien, plus c'est cher dans les ports, au niveau des places. Euh, voilà, parce qu'ils prennent en compte le gabarit du bateau pour la place du port. Donc voilà, plus il est petit, moins ce sera cher évidemment. Donc déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, il y a la motorisation. Alors la motorisation, c'est pareil. Donc il y a le choix entre un moteur ou deux moteurs. Selon le type de navigation qu'on veut faire, un moteur pour du fluvial, normalement c'est largement suffisant. Pour faire du maritime, du côtier, il vaudrait mieux deux moteurs pour avoir beaucoup plus de puissance. Et bon, c'est toujours pareil. Après, il y a la consommation des moteurs, hein. Alors, pareil pour l'entretien. Alors, deux moteurs, je crois que je l'avais déjà dit lors d'une vidéo. Deux moteurs, c'est deux fois plus de problèmes, deux fois plus d'entretien, et donc évidemment de coûts. Un seul moteur, c'est bien suffisant, en prenant en considération la puissance du moteur par rapport à la taille du bateau. Donc bien faire attention que le moteur soit assez puissant pour tracter, pour envoyer, voilà, pour faire avancer le bateau, quoi. Après, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on veut faire aussi comme type qu'on veut avoir comme type d'allure en navigation. Bon, tout en sachant que de toute façon sur le fluvial, normalement c'est pas plus de 12 km/h pour la plupart du temps. Donc 12 km/h c'est 5, 6, 7 nœuds, voilà, 7 nœuds maximum autorisé. Et puis en maritime, après en côtier, il y a des bateaux qui ont des moteurs de, allez, on va dire 50 chevaux et ça va très bien. Bon, en que ce soit en fluvial ou même en maritime. Ben après, ça avance peut-être pas de la même façon. Voilà. Bon, il faut prendre en compte tout ça pour les coûts, en fait, pour le prix d'entretien, quoi, en fait. Les coûts d'entretien. Ensuite, il y a l'espace habitable, donc, comme je disais, par rapport à la taille. Euh, les batteries aussi, au niveau de l'énergie. Donc tout ça, ça a un coût. Dans le port, faut prendre en considération pour habiter, en tout cas à bord, faut prendre en considération donc le chauffage, si on est au chauffage électrique comme nous.
tout ce qui est à l'électricité en fait. Voilà. Surtout que l'électricité augmente régulièrement, donc c'est un coût aussi. Mais bon, tout comme à la maison en fin de compte, hein. Après, bon, bah, il y a les équipements panneaux solaires qui effectivement rechargent les batteries et on peut donc être autonome, surtout en été, quand c'est bien ensoleillé et dans une région ensoleillée, donc dans le sud. Après, en région plus au nord, là, les panneaux solaires, pas dit que ça recharge aussi bien et aussi vite et aussi fort, aussi puissant que pour pouvoir être alimenté, être complètement autonome, quoi. C'est plutôt, le panneau solaire, c'est quand même plutôt idéal pour la navigation euh, ou au mouillage. euh, voilà, et pour l'utilisation, on va dire, d'appoint, quoi, hein. Pas trop compter dessus non plus pour toute l'année non plus, hein, quand même, hein. Voilà, dans un premier temps. Donc après concernant l'achat, donc toujours l'achat du bateau et le coût que ça peut engendrer, dans l'achat du bateau, ce qu'il faut bien vérifier, c'est la capacité de la cuve d'eau. C'est quand même assez important pour l'autonomie quand même en eau. Si c'est pour être tout le temps branché au quai, normalement c'est interdit, mais bon, il y en a qui le font. Mais puis c'est dangereux, si jamais il y a un tuyau qui pète à l'intérieur, ça peut être donc évidemment une source de problèmes, de gros problèmes en fait. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a encore vu un bateau dans le port qui a coulé. Donc, alors la cuve d'eau, la capacité de la cuve d'eau, donc à vérifier entre 500, 1000 litres, une cuve, deux cuves. La capacité de cuve de gasoil, qui est important aussi à prendre en considération, parce que si vous faites une navigation, on va dire, sur 2 jours avec un mouillage où vous jetez l'ancre, ou vous êtes sur une halte, comment dire, vous faites par exemple 10 heures de navigation une journée, vous vous posez sur une halte nautique où il n'y a pas de prise d'eau, c'est rare, mais bon, ça peut arriver. Vous refaites encore 10 heures. Les gasoil, vous arrivez à une pompe, et puis la pompe, comme récemment on a entendu dire, là, il y a une halte un peu plus loin du côté d'Avignon, où la pompe à gasoil ne fonctionnait plus. Donc là, on est bien emmerdé si on n'a pas la capacité pour pouvoir continuer. Elle a une autre pompe, donc c'est très important. Bon, bah, l'autonomie en électricité, hein, c'est par rapport au nombre de batteries évidemment. Il faut bien regarder quand on achète un bateau qu'il y ait quand même une bonne capacité d'énergie avec le convertisseur, le transformateur. Voilà. Bon, il y a pas mal de tutos, tout ça sur YouTube ou d'autres sites où vous pouvez voir donc un petit peu tout ce qu'il faut exactement comme équipement. Vérifiez bien les toilettes. Est-ce que c'est un toilette broyeur? Est-ce que c'est un toilette euh, avec une cuve qui réceptionne les eaux grises? Est-ce que c'est un toilette qui va directement à l'extérieur, donc sous l'eau? Ouais, tout ça fait, voilà, à faire, vérifier, bah, évidemment, tous les tuyaux, vérifier l'état général du bateau, en fait, hein, que ce soit aussi bien dans la salle des machines qu'à l'intérieur, bien vérifier et voir un petit peu la propreté du bateau, s'il n'y a pas de moisissures, s'il n'y a pas de choses cassées, voilà, c'est important. Au niveau des prises aussi, d'électricité, si c'est du 12 volts, il faut savoir, 12 volts, 24 volts, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce qu'il y a du 220? Est-ce qu'il y a des prises de 120 et où est-ce qu'elles sont situées? Ça, c'est important aussi. Est-ce que l'énergie est bien redistribuée un petit peu partout dans le bateau? Ensuite, bah, évidemment, à vérifier donc, tous les équipements au poste de pilotage, par exemple. Donc, savoir s'il y a le sondeur qui fonctionne. Également savoir voir s'il y a comment dire, le contour, euh, voilà, un petit peu tous les instruments de bord qu'il faut avoir sur un bateau, quoi. Voir s'il manque rien et surtout tester, voir si ça fonctionne. D'ailleurs, à ce propos, en fait, j'aurais pu le dire au début ou voire même à la fin, mais je vais le dire là, ça me vient à l'esprit. De toute façon, quand on achète un bateau, le mieux, c'est de le faire expertiser par un professionnel. Nous, c'est ce qu'on a fait. Il nous remet après un dossier, on vous remet un dossier qui vraiment détaille tout le bateau, lui il inspecte tout, l'épaisseur de la coque, l'état de la coque, le moteur euh, les cales, les fonds de cale et voir s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des problèmes, il le note.
Alors non seulement ça peut vous servir à vous pour ensuite faire éventuellement déjà prendre en considération d'éventuelles réparations qui peuvent également encore se rajouter donc en coûts supplémentaires. Ça peut aussi vous aider à éventuellement faire baisser le prix du bateau s'il y a des petits soucis de ce côté-là. Voilà, voir si les feux de navigation fonctionnent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour acheter un bateau? Après le confort, oui, alors, au niveau du confort aussi, vérifier, voir l'isolation du bateau. Nous, on est très bien isolé, il y a une épaisseur de laine de verre, avec en plus par-dessus, au niveau du dessus, là, par-dessus un film spécial anti-froid, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Enfin voilà, donc le vitrage, vérifie bien le vitrage, qui sont en bon état. Maintenant, il faut même des bateaux avec double vitrage, donc encore mieux. Ça évite la condensation. Nous, en ce moment, on a énormément de condensation. Ma matelote a fait des voiles. On a changé, mais on a fait un nouveau système avec des voiles extérieures. On a mis du cristal à l'extérieur avec des aimants, ce qui permet de, justement, les carreaux. Il y a plus de condensation sur les carreaux. Bon, il y en a toujours autour du carreau, mais il y en a plus sur le carreau en lui-même. Donc, il y a beaucoup moins de condensation, donc beaucoup moins d'humidité, et ça, c'est un grand confort. Voilà, donc la propreté donc du bateau, éventuellement demander voir s'il y a un carnet d'entretien, comment dire, au vendeur. Ça c'est important. Moi j'ai un carnet d'entretien. L'ancien propriétaire avait un carnet d'entretien, mais bon, en hollandais. Donc un peu compliqué, mais bon, ça a été un peu long à traduire un petit peu tout ça. Moi, j'ai un carnet d'entretien, entretien moteur, entretien du bateau, j'ai un livre de bord où je marque, on marque au début, bon, on marque un petit peu ce qu'on faisait et tout ça, mais maintenant, on se contente simplement de noter ce qu'on a fait en bricolage surtout et en entretien. Voilà, ce qui nous sert ou alors quand on navigue. Voilà, donc déjà avec ça, c'est déjà pas mal. Ah oui, et puis pour vivre à bord, pour ceux qui veulent vivre à bord d'un bateau, prendre en considération la hauteur sous barreau. Donc voilà, que vous soyez petit ou grand, enfin il faut que vous soyez à l'aise dans le bateau au niveau des déplacements, que vous ne soyez pas tout le temps voûté, parce que si c'est ça la vie à bord du bateau, vous allez vite vous retrouver avec un torticolis, mal de dos, des problèmes physiques et des problèmes de santé, quoi. Donc bien aéré, avec un grand vitrage pour avoir de la luminosité. Ça c'est ce que nous on avait privilégié. Donc hauteur sous barreau. Euh, Ensuite pour la navigation, en parlant d'auteur, pensez quand même au tirant d'eau, au tirant d'air, pardon. Pensez au tirant d'air parce qu'il y a certains canaux où vous ne pouvez pas passer sous les ponts, à moins de baisser le portique, baisser le taux, enfin voilà, les antennes, etc. Donc pensez bien à ça. Nous, on n'y avait pas trop pensé, en fin de compte, moi je n'y avais pas trop pensé, je me disais qu'on allait passer partout, puis en fin de compte, je m'aperçois et je me suis aperçu que on passait pas partout, il fallait baisser le portique, mais le portique il est super lourd, il faut déboulonner, il faut vraiment baisser le truc, enfin c'est vraiment une galère. Et après je l'ai dans les pattes à l'arrière du bateau au niveau du poste de pilotage, donc c'est pas cool quoi. Donc pensez à ça, pensez au tirant d'eau. Le tirant d'eau c'est très important également parce que il y a pareil, il y a des canaux, par exemple nous on peut pas, on a 1,25 m de tirant d'eau et par exemple on peut pas naviguer sur le Nivernais et sur le canal de Bourgogne. Enfin, en tout cas, c'est risqué parce qu'il s'est donné, je crois, un 15, un 20 max, je crois. Donc on est à 1,25. J'aimerais pas qu'on se retrouve avec l'hélice dans le sable, à racler le fond, etc. Donc tout ça, voilà, c'est très important à bien réfléchir à ce qu'on veut. Faire des listes, noter, se renseigner, savoir ce qu'on veut faire comme navigation. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, donc faire également comment dire, une inspection de la coque. Donc ça en général c'est fait par un expert, ce qui est donc comme je vous disais préférable. C'est important quand même qu'un expert voit la coque. C'est quand même, on vit sur l'eau, donc la coque c'est primordial quoi. C'est vraiment la structure, c'est ce qu'on privilégie. Parce que vous voyez, même à la limite, vous achetez un bateau, il y a un problème de moteur,
ou il y a quelques réparations à faire sur un moteur, ça ne vous empêche pas quand même de vivre sur le bateau, en tout cas d'y accéder, d'être à bord, etc. Et puis vous pouvez naviguer un petit peu plus tard, voilà, après les réparations, etc. La coque, une fois que le bateau est mis à l'eau, si vous avez l'impression que comme ça vous paraît d'être une belle coque toute propre, vous le mettez à l'eau et puis quelques temps plus tard, vous avez des gros problèmes. Ce serait un peu dommage. Vérifier qu'il y a un guindeau par exemple pour pouvoir jeter l'ancre à l'électrique avec le guindeau ou en manuel, donc voir qu'il fonctionne bien. En fait faut tout tester quoi en fait, faut quasiment tout tester, ce que je n'ai pas forcément fait. J'ai testé certaines choses avant d'acheter le bateau, mais il y a plein de choses que j'ai pas fait, et d'ailleurs on découvre des choses qui sont pas toujours cool, qui auraient pu être évitées si on avait regardé quoi. Donc ça nous a fait des coûts supplémentaires. Voilà, encore une fois, on achète un bateau à moins de 100 000, mais après, voilà quoi. Bon, bah après, il y a des choses qu'on découvre, des bricoles à faire. Il y a toujours des choses qui se rajoutent. De toute façon, sur un bateau, il y a toujours des bricoles à faire. Donc, ça a un coût. Alors, à l'année, bah, j'ai chiffré à peu près. euh, à l'année, je vais vous dire ça. Donc, pour le budget, en fait, je fais ma petite liste. Pour le budget, donc, il faut compter d'occasion, pour un bateau d'occasion, à peu près entre 20 000 et 150 000. 150 000 euros. Mais bon, ça, c'est. Après, bah, c'est toujours pareil, c'est selon l'état, il y en a qui vont coûter beaucoup plus cher, d'autres beaucoup moins cher. Vous allez peut-être tomber sur une super occasion et tout est relatif, quoi. Hein. C'est difficile de donner un prix sur un bateau, mais d'occasion. Après, il y a l'Argus, il y a un Argus des bateaux. Euh, donc allez voir sur l'Argus des bateaux, mais je crois que c'est plus des Argus maritimes en fait, des bateaux maritimes, donc souvent des coques en polyester. Mais bon, après, faut regarder sur les sites de vente de bateaux, vous faites des comparatifs, hein, vous regardez un petit peu ce qui se vend et ce que vous pouvez avoir pour tel ou tel prix par rapport à ce que vous avez comme moyen, et comparer quoi, par rapport à l'état du bateau, un petit peu, l'état général. Euh, le propriétaire aussi, c'est important de voir, de rencontrer le propriétaire, de discuter avec lui, voir ce qu'il a fait et comment il en parle de son bateau. Ça, c'est quand même vachement important. Euh, voilà. Euh, Après, au niveau de la place du port, donc faut compter à peu près entre 150 et 300 euros par mois en moyenne. Hein, c'est toujours pareil selon la taille du bateau. Donc c'est moins cher qu'un loyer quand même, hein, qu'un loyer dans un appartement. Après il y a l'eau électricité. L'eau électricité, faut compter entre 40 et 60 euros par mois. Euh, donc si ça peut vous aider à calculer. L'assurance du bateau. Alors ça c'est pareil, il y a les compagnies d'assurance, il y en a à foison. Il y en a une pelletée, hein. Plus ou moins bien, plus ou moins cher. Après, selon vos garanties aussi, vos garanties par rapport voilà, au bateau ou à votre type de navigation. Donc, l'assurance, ouais, faut compter entre 500 et 1000 euros à peu près par an. Entre 500 et 1000 euros selon vos garanties. Il faut penser aussi à la vignette fluviale qui est à payer, ou alors la francisation, donc c'est au niveau maritime. C'est pareil, ça a un coût. C'est toujours pareil par rapport à la taille du bateau, hein, taille du bateau, et à l'année du bateau aussi, à la vétusté du bateau, pour ce qui est du maritime. Je crois qu'il y a une prime vétusté, c'est-à-dire que plus le bateau est ancien, moins c'est cher, évidemment. Si c'est toujours en vigueur, hein, je ne me souviens plus trop. Et puis donc, comme je vous disais, donc l'entretien annuel du bateau. L'entretien annuel, nous, on a compté à peu près avec la matelote, on est entre 100 et 500 euros par an d'entretien, c'est-à-dire que ce soit des retouches de peinture, que ce soit du saturateur pour le bois. Moi, je mets du saturateur, je mets pas d'huile, des choses comme ça, je mets du saturateur. Mais bon, ça a un coût aussi. Hein, un pot comme ça, c'est 60 euros, je crois, chez Merlin Pimpin.
Voilà, mais avec un pot, je fais tout, hein, donc voilà. Mais bon, à peu près, il faut compter cet ordre-là pour l'entretien. À peu près, nous, c'est ce qu'on fait. Après, il y a des produits à rajouter aussi, additifs, que ce soit pour le moteur, des entretiens pour le moteur. L'impeller, par exemple, a changé. Voilà, c'est la turbine qui sert à refroidir le moteur. Et puis après, chaque bateau a une façon de fonctionner différente. Mais bon, bah voilà quoi, hein. Voilà en gros. Hein, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? L'entretien, voilà, entre 100 et 500. Après, il y a la consommation du moteur ou des moteurs, donc quand on navigue. Donc, avec un moteur, nous on est à 5 litres. Nous on fait bon, on est entre 5 et 6 nœuds, voire maximum 7 nœuds. Et on fait du 5 litres, 5 litres à l'heure. Voilà. Donc pensez à ça, la consommation, et avec le bateau, et bien les cuves conséquentes, justement, pour pouvoir alimenter le moteur assez longtemps, selon votre vitesse de navigation. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Donc, bien choisir. Voilà, choisissez bien votre bateau en fonction de ce que vous voulez en faire. Euh, et puis tester, essayez de louer déjà de louer un bateau, voir comment vous vous y sentez. C'est ce qu'on a fait nous à deux trois reprises avant d'acheter le bateau. Ma matote, il connaissait rien. Moi, j'avais déjà eu un petit bateau. Mais essayez de louer déjà un bateau avec votre conjoint ou conjointe pour voir si vous y êtes bien tous les deux, si ça vous plaît, ou si vous avez des enfants, voir si ça leur plaît aussi. Passer quelques jours à bord, voir un peu l'environnement, que vous ne soyez pas trop déçus après. Vous n'achetiez pas un bateau et puis qu'après vous dites bah non c'est trop de contraintes parce que c'est quand même des contraintes un bateau, faut pas rêver, c'est pas tous les jours tranquillou, je me fais dorer la pilule sur le pont avant ou dans le transat ou dans le fauteuil avec en admirant les cormorans, les oiseaux et les poissons quoi. Voilà. Et puis la proximité aussi, par exemple la proximité dans un port, on va me dire dans un appartement il y a le voisin du dessus, d'à côté, etc., du dessous. Dans une maison, il y a des maisons à coller ou des maisons un petit peu. Bon, voilà. Mais le bateau, c'est pareil, hein. Le bateau, il y a des voisins. Vous pouvez tomber sur un voisin super cool, super sympa. Vous pouvez tomber sur des voisins qui font un peu la fiesta tous les soirs, euh, qui sont trop bruyants ou qui font pas attention à certaines choses, voilà, qui peuvent être éventuellement après se répercuter, qui font pas attention à leur bateau, qui ça peut se répercuter sur le vôtre. Voilà, donc, mais bon, avec la chance d'avoir un bateau, c'est que si ça va pas, on peut aller voir la capitainerie et puis demander à changer de place, éventuellement s'il y a de la place, et ou alors carrément changer de port, et c'est ça l'avantage un petit peu de pouvoir changer de port si ça ne nous convient plus, ou changer de région tout simplement. Voilà en gros ce que je pouvais dire, ce que vous pouvez dire un petit peu sur les bateaux, sur l'achat. Mais donc ouais, faire des listes, bien répertorier tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut pas, hein, et puis ensuite chercher et essayer d'obtenir au moins 95% ou 90% de ce que vous avez envie d'avoir comme type de vie à bord du bateau, au moins que ça vous corresponde au moins à 90% dans votre achat, quoi, parce que sinon après si vous dites oh bah ça c'est pas grave, on verra plus tard, puis ça ouais, ça on peut s'en passer, bah il y a des priorités quand même, hein. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Voilà, c'était tout pour ce mois-ci. Pas grand-chose à raconter. Aujourd'hui, il fait ciel bleu, mais il fait très froid. Voilà. Et alors, température du bateau. Alors, pensez aussi chauffage. Pensez à bien réfléchir au chauffage. Nous, on avait un chauffage air pulsé. Moi, j'ai tout enlevé parce que je trouvais qu'au niveau des gaines et de ça, c'était pas clean. D'ailleurs, quand j'ai démonté les gaines de l'air pulsé, là, elles étaient remplies de poussière. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça aspire de la poussière, ça recrache de la poussière, on respire ça. Très mauvais. Donc nous, on a opté pour le bain d'huile. Alors c'est un petit coup électrique, hein, évidemment, mais on a opté pour le radiateur bain d'huile. Pour l'instant, on en est là. Il y en a pas mal sur le port qui sont au chauffage bois, au poêle à bois. C'est pas mal aussi. Bon, ça prend de la place. Après, moi, j'aime pas trop parce que c'est du feu, hein, les braises et tout ça dans un bateau. Moi, j'aime pas trop ça. Mais bon, voilà, il y a le bois aussi. Donc tester le chauffage, hein, c'est important. Nous ici, là, je suis à 16,8. 16,8 ici dans le bateau. Mais bon, ça va, hein, un petit pull et puis ça le fait. Et ça va, on a de la chance et du soleil. Et à l'extérieur, donc sous le taux, quand vous voyez l'été, il faisait 30 degrés ou 20 degrés, enfin 25, on est en train de faire une plancha, là il fait 4 degrés là. Il fait 4 degrés sous le taux.
et il fait 2 degrés entre 0 et 2 à l'extérieur. Voilà pour donner un petit peu un petit ordre d'idée. C'est tout pour ce mois-ci. Et puis bah, bientôt Noël, et puis bah, peut-être des surprises à Noël. Allez, à plus tard, ciao. Ah, j'allais oublier une dernière chose. Si vous avez les moyens, le mieux, l'idéal, c'est d'acheter un bateau neuf, évidemment. Je ne l'ai pas évoqué, mais on ne sait jamais. Si on avait les moyens, on joue l'auto, hein, on essaye. Mais on achèterait un bateau neuf, ce serait génial. Tout nickel. Allez, ciao.